J'ai une petit avertissement à vous donner. Je suis en conflit avec la direction des services informatiques pour la raison suivante, c'est-à-dire qu'ils ont diminué la capacité de stockage sur Zoom dédiée à l'université. Enfin, je suppose que c'est eux qui l'ont fait. Je ne sais pas qui a pris cette décision. Ce qui fait qu'en fait, on est dans un espace Zoom alloué à l'université qui est diminué par rapport à ce qu'il était avant. Le résultat étant qu'ils viennent ils ont déjà sucré pas mal d'enregistrements, tous les enregistrements de l'année dernière. Et là, ils me disent, ah ben oui, on va devoir supprimer des enregistrements de cours cette année. Je dis, mais l'année universitaire est en cours quand même, quoi. Et si vous diminuez la capacité de stockage, il faudrait peut-être demander aux enseignants d'abord s'ils sont d'accord. Bon, donc les choses ne vont pas en rester là, mais dans cette attente, évidemment, je vois bien la D6 dit, de toute façon, c'est sa dernière année, donc il n'y a plus que 2 mois à nous faire chier, et puis après, on fera ce qu'on veut. Alors, en l'état, il y a les enregistrements podcast. Ça, Madame Sangali, enfin Bartholomier, elle les a toujours fait, elle les fait très attentivement. C'est toujours mis en ligne au plus tard 48 heures après le cours. Donc ça va rester. Maintenant, les enregistrements qui sont sur Zoom, qui sont souvent de meilleure qualité que les podcasts, je vous engage à les télécharger. Vous avez la possibilité de les télécharger, de donner la possibilité sur votre Google Drive, et ensuite vous les effacerez une fois que vous aurez passé l'épreuve, hein, pour ne pas être pris au dépourvu, parce qu'il se peut qu'à un moment donné, il arrive parfois que le podcast ne fonctionne pas. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Donc, par précaution, je vous engage à télécharger ces enregistrements, ce que j'ai donné la possibilité de faire, pour les avoir prêts en cas de coup dur. Voilà. Pour le moment, ils peuvent encore être enregistrés dans le cloud, mais il y en a de moins en moins de place. Et je ne pense pas que mon problème de place va être réglé d'ici lundi prochain. Donc déjà, je vais devoir faire un choix. Par exemple, j'ai des étudiants en droit des obligations à Melun au premier semestre et comptent sur les enregistrements pour leur deuxième session. Alors, je fais comment? Moi, depuis que Zoom existe, j'ai toujours fonctionné avec Zoom et avec des enregistrements et la possibilité de suivre des cours en ligne. Parce que je vis au XXIe siècle. Je ne suis pas à l'époque de M. de Molombe qui faisait cours devant un auditoire de 30 étudiants qui prenaient religieusement en note ce qu'il déclarait. Euh, j'ai beau être âgé, je pense qu'il faut vivre avec son temps quand même. Donc apparemment, il y a des gens qui ont du mal à comprendre ça ici, dans cette maison. Donc c'est dû à cette situation. C'est-à-dire que les gens qui enregistrent leurs cours sur Zoom comme moi sont très minoritaires. Donc on se dit, on n'a pas besoin d'avoir une grosse capacité de stockage de Zoom. Mais moi, ça me dérange personnellement. Donc je vous dis, téléchargez les cours, vous virerez tout ça de Google Drive une fois que vous aurez passé l'examen. Parce que ça prend du volume, hein. Voilà. Alors ça dépend également de quelle est la contenance de votre Google Drive. Moi, j'ai un abonnement, donc j'ai une contenance plus importante. Mais il faut que je vois, je ne peux pas stocker non plus tous les enregistrements de tous mes cours. Je ne vais jamais y arriver. Et puis bon, la capacité de mon disque dur personnel, elle n'est pas destinée à mes travaux universitaires quand même. Voilà. Donc méfiez-vous, hein, on peut avoir un accident, ça nous pend au nez. Maintenant, lundi dernier, j'ai annoncé le plan du cours. Et donc aujourd'hui, nous débutons avec un chapitre 1 consacré au pré-socratique. Comme je l'avais annoncé, c'est un plan chronologique, mais en fait, c'est un plan aussi thématique parce que euh, des philosophies s'enchaînent successivement dans le temps euh, en fonction du développement de la raison. C'est-à-dire que les présocratiques ont envisagé la question de la philosophie du droit d'une certaine manière, et ça a amené les auteurs suivants, les sophistes, enfin, ça a amené les auteurs suivants, c'est-à-dire plutôt Socrate, euh, à réagir d'une certaine façon, puis ça a amené Platon à réagir d'une certaine façon, et puis Aristote, et puis les philosophies hellénistiques. C'est-à-dire qu'en fait, chaque philosophie se situe par rapport aux philosophies qui précèdent, et le mouvement intellectuel que traduit chaque philosophie, c'est le développement de la raison dans la philosophie du droit, en fait. C'est ça.
hein. Donc, ce n'est pas simplement quelque chose de chronologique. Il ne s'agit pas de faire un plat euh, exposé historique des idées politiques, ça n'est pas ça. C'est montrer comment chaque système euh, s'enclenche par rapport à un système précédent en déplaçant ou changeant la problématique. La problématique étant qu'est-ce que le droit? Donc, à l'époque des présocratiques, dans ce chapitre 1, il faut rappeler que les présocratiques, ils sont nombreux en réalité, que nous n'allons pas pouvoir examiner tous les présocratiques, car si nous devions nous occuper de tous les présocratiques, il nous faudrait déjà 40 heures pour les présocratiques. C'est comme Kant, c'est comme tout le monde. Donc, je ne peux pas faire. Donc, je dois faire un tri. Alors, je vais juste dresser un tableau de la manière dont la vie intellectuelle se déroulait à l'époque. Si je vais trop vite ou si mon allocution est mauvaise, il faut me le dire, hein. Et les questions sont toujours possibles, hein. Surtout qu'on est en petit comité. Bientôt, avec les sacro-saints galops d'essai de cette maison, on doit être encore en plus petit comité. Moi, je ne fais pas de galop d'essai. Je n'ai pas fait de galop d'essai en voie des obligations. Les étudiants étaient consternés au départ. Et après, ils étaient très contents de ne pas avoir eu un galop d'essai. Je n'ai jamais fait de galop d'essai. Les galops d'essai comportent des avantages et des inconvénients, hein. Je ne dis pas que c'est uniquement des inconvénients, mais je trouve que les inconvénients l'emportent sur les avantages. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un dévoiement du contrôle continu. C'est-à-dire que le contrôle continu, ça doit reposer sur un travail régulier en travaux dirigés et non pas sur un pseudo-examen de 3 heures qui anticipe l'examen final. Après, les galops d'essai ont aussi leurs avantages, hein. Donc ça, chacun voit les choses comme il veut, comme il veut. Comme il veut. Ça va nous ramener à Héraclite, d'ailleurs, qui a enseigné le relativisme. Euh, donc la pensée d'Héraclite d'Éphèse est relative, c'est toujours par rapport à quelque chose. Comme dirait ma mère, par exemple, Ricciotti, il est héraclitéen parce que il est à gauche de l'extrême droite, mais il est à droite des républicains. Donc, tout est affaire de point de vue. Pour les républicains, il est à droite, mais pour le Rassemblement national, il est à gauche. Donc, ça, c'est le relativisme à la manière d'Héraclite, hein. On va revenir là-dessus. Par exemple, il y a un aphorisme célèbre d'Héraclite, les ânes préféreraient le foin à l'or. Les ânes préféreraient le foin à l'or. Je traduis le fragment grec. Alors, c'est foin ou paille, je crois que c'est plutôt foin, hein, dans le texte grec. Les ânes préféreraient le foin à l'or, parce qu'effectivement, nous, les êtres humains, nous sommes appâtés par l'or, nous sommes attirés par l'or, les richesses, mais un âne, il n'en a rien à foutre de l'or, ça ne se mange pas. Donc, pour lui, il voit que la paille ou le foin, c'est beaucoup plus utile que l'or. Donc, tout est affaire de perspective, hein. Ou les cochons préfèrent la boue à l'eau pure. Nous, on préfère l'eau pure, l'eau propre. Mais les cochons, ils n'en ont rien à faire de l'eau propre. Ils veulent de la boue pour se rouler dedans. C'est une affaire de perspective, hein. C'est une affaire de point de vue. Ça dépend quelle valeur on promeut ou qu'est-ce qui est important pour nous, hein. Dans le premier cas, dans l'histoire de l'âne, c'est une histoire de valeurs. Quelles sont les valeurs que vous devez promouvoir? Ben, tout est relatif. Tout le monde n'a pas les mêmes valeurs. Dans l'autre exemple, c'est une question comment dirais-je, euh, de ce qui est nécessaire à la vie. Les cochons ont besoin de boue, mais nous avons besoin d'eau pure, en fait. Donc, à l'époque, nous sommes donc au 6e et au 5e siècle avant Jésus-Christ. Il faut bien comprendre que les Grecs, ils ne peuplent pas seulement la péninsule grecque, mais ils peuplent également des colonies qu'ils ont fondées dans d'autres parties de l'Europe du Sud, d'une part au sud de l'Italie et en Sicile. Et les philosophes du sud de l'Italie et de Sicile, on les appelle les italiques, comme les caractères italiques. On les appelle les italiques. Donc, il y a un certain nombre de philosophes qui ont prospéré dans ces cités grecques d'Italie du Sud et de Sicile. Par exemple, Pythagore, qui était mathématicien, vous connaissez tous le théorème de Pythagore,
mais qui était aussi philosophe et qui est le premier d'ailleurs à avoir revendiqué le nom de philosophe, a vécu la plus grande partie de sa vie en Italie du Sud. Ou en Sicile, je ne me souviens plus. Parménide, philosophe très connu dans l'Antiquité, Zénon d'Élée, autre philosophe très connu dans l'Antiquité. Parmi les Zénon d'Élée, ce sont les membres de ce qu'on appelle les Éléates, une école de philosophie qui s'appelle les Éléates, vivaient en Sicile ou en Italie du Sud. Je ne sais pas si c'était dans le pied de la botte ou dans la botte, je ne me souviens plus. Hein. En revanche, les Grecs avaient également fondé des cités sur la côte de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Asie mineure, hein, c'est-à-dire en Turquie actuelle, en fait. Hein. Et parmi ces cités grecques sur la côte de l'Asie mineure, il y avait Éphèse. Il y avait d'autres cités, comme par exemple Milet, qui est également en Asie mineure, qui était également en Asie mineure. Et dans ces cités, il y avait également des penseurs, des philosophes. Il y avait Thalès de Milet, vous avez tous entendu parler du théorème de Thalès. Il y avait Héraclite. Thalès euh, enseignait à Milet, tandis que Héraclite enseignait à Éphèse. Le sud de l'Italie et la Sicile, c'est ce qu'on appelait la Grande Grèce. Alors ça, ce sont des philosophes qui ont une sorte de siège social, si je puis dire. Ils sont dans une certaine région. Mais il y a aussi des gens qui sont itinérants. Et ces gens qui sont itinérants, qui prospèrent surtout au 5e siècle avant Jésus-Christ et dans les siècles suivants, ce sont les sophistes. Alors eux, ils ne sont pas attachés particulièrement à une ville. En fait, ils vont là où il y a de l'argent, puisqu'ils dispensent des cours moyennant rémunération. Et donc souvent, ils se rendent à Athènes, puisque le 5e siècle avant Jésus-Christ, qui est la période grecque classique, coïncide avec l'apogée d'Athènes. Donc le prestige d'Athènes est grand dans tout le monde, dans tout le monde méditerranéen, et c'est vers Athènes que convergent les gens qui sont attirés par la gloire ou la renommée, et ainsi les sophistes. Je vous rappelle qu'Athènes était, les cités grecques étaient sorties vainqueurs des guerres qu'ils avaient opposées à l'Empire perse. Ce sont les guerres médiques. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit ça, les guerres médiques. Et dans les guerres contre les Mèdes, hein, les Mèdes, c'était les Perses. Hein. Et donc les cités grecques sont sorties victorieuses, notamment la bataille de Marathon, vous avez tous entendu parler de ça. Et donc Athènes avait joué un rôle prépondérant dans cette victoire des cités grecques. Donc après la fin des guerres médiques, euh, Athènes bénéficie d'un prestige immense et d'une grande richesse aussi, puisqu'elle ponctionnait les autres cités grecques pour sa richesse personnelle. C'était le fameux trésor de la Ligue de Délos, dont vous avez déjà entendu parler peut-être. Et donc, les gens convergent vers Athènes en raison de sa puissance et de sa prospérité. Là, nous sommes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est la période des sophistes à Athènes. Et aussi, pour la seconde moitié du 5e siècle, la période de Socrate. Socrate, né en 469 et mort en 399. Et vous savez qu'aux guerres médiques, aux guerres médiques va succéder la guerre du Péloponnèse, qui opposera les cités grecques entre elles pour l'hégémonie et qui opposera principalement Athènes et ses alliés à Sparte et ses alliés. Cette guerre du Péloponnèse s'achèvera par la victoire de Sparte sur Athènes et la fin de la démocratie athénienne, qui sera ultérieurement restaurée, à dire vrai, mais dans une période où Athènes perdra progressivement son indépendance, pardon, non pas vis-à-vis de Sparte, mais vis-à-vis de la Macédoine, parce que dans la première moitié du IVe siècle avant Jésus-Christ, le roi de Macédoine, Philippe de Macédoine, va conquérir progressivement les cités grecques et les soumettre à son empire. Et le fils de Philippe de Macédoine, c'est le fameux Alexandre le Grand.
Donc voilà comment ça se passe d'un point de vue historique. Alors, dans ce chapitre 1 consacré aux présocratiques, j'ai isolé deux penseurs, enfin deux catégories de penseurs, parce qu'ils conçoivent le droit de façon radicalement différente. Ils ont une philosophie du droit ou une pensée juridique radicalement différente. Ce sont d'une part Héraclite d'Éphèse et d'autre part les sophistes. Donc, section 1, Héraclite d'Éphèse. Héraclite d'Éphèse est un penseur qui considère, on va y revenir en détail, que les lois humaines dérivent d'une unique loi naturelle, que les lois humaines dérivent d'une unique loi naturelle. J'utilise le terme dérivé à dessein, c'est un terme ambigu, je reviendrai là-dessus plus tard. Les lois humaines s'irriguent, ce serait plus conforme à la pensée d'Héraclite, s'irriguent à une loi unique qu'il appelle la loi divine, qui est une loi naturelle. Donc c'est le premier juste naturaliste, en fait, Héraclite d'Éphèse. C'est le premier juste naturaliste. Bien avant Grotius, Pufendorf ou les stoïciens, le premier juste naturaliste, c'est Héraclite d'Éphèse. Et on verra en parlant d'Héraclite d'Éphèse que le juste naturalisme, les partisans du droit naturel, le juste naturalisme, c'est un pavillon qui peut recouvrer différentes marchandises. Le juste naturalisme d'Héraclite d'Éphèse n'est pas le juste naturalisme de Grotius ou Pufendorf, ou le juste naturalisme stoïcien, ou la défense des lois divines contre les décrets humains par Antigone dans la pièce de Sophocle. Tout ça, il y a différentes manières d'être juste naturaliste. Il y a aussi la manière d'être juste naturaliste d'Aristote, c'est encore autre chose. Et puis, face à Héraclite d'Éphèse, se dresse, c'est pas vraiment ça parce qu'il n'y a pas de confrontation, ils n'habitent pas au même endroit, puisqu'Héraclite habite Éphèse, il est du 6e siècle avant Jésus-Christ. Les sophistes, ils commencent à acquérir leur renommée au 5e siècle avant Jésus-Christ, dans la première moitié du 5e siècle, et ils sont connus surtout par les dialogues de Platon, bien sûr, les sophistes, et ils convergent vers Athènes. Mais ce qu'ils enseignent, c'est pas une école, hein, les sophistes, ce sont des personnages qui sont en concurrence les uns les autres pour gagner le maximum d'argent en attirant le maximum d'élèves. Ils sont un peu comme les professeurs de droit, ils sont en concurrence les uns les autres, ce n'est pas une école, hein. Ils ont chacun leur chaire indépendante et ils essaient de séduire leur auditoire, hein. Et c'est un peu comme dans une université, mais il n'y a pas d'université. Il y a les sophistes de premier ordre, comme Protagoras et Gorgias, qui sont un peu les professeurs de droit. Et puis il y a les sophistes qui sont un peu les second couteaux, comme les maîtres de conférences dans une université, comme Hippias ou d'autres sophistes, hein. Voilà, c'est comme ça, hein. Et euh, ces sophistes ont quand même, malgré le fait qu'ils n'appartiennent pas à une école et que ce sont des penseurs différents les uns des autres, ils ont quand même un certain nombre de dénominateurs communs. Et l'un de leurs dénominateurs communs, c'est leur pensée juridique. Je n'ose pas dire leur philosophie, parce que la question de savoir si les sophistes sont des philosophes ou pas est discutée, peut-être, vous en ai déjà parlé. Mais en tout cas, ils partagent la même analyse du droit en tant que droit, c'est-à-dire qu'ils opposent le droit, la loi, à la nature. Ils considèrent le droit comme une œuvre artificielle et ils l'opposent à la nature, quelque chose de nécessaire. Les sophistes sont les premiers positivistes juridiques, en fait. Héraclite est le premier juste naturaliste, les sophistes sont les premiers positivistes juridiques. Bien avant Hobbes, bien avant les théoriciens généraux du droit, tout était déjà dans la pensée sophistique. Donc, section 1, Héraclite d'Éphèse, section 2, la sophistique.
Section 1, Héraclite d'Éphèse. Alors, dans le cours, il y a en petit caractère un paragraphe 1 sur la vie et l'œuvre d'Héraclite. Donc, si c'est en petit caractère, c'est parce que je compte passer rapidement, évidemment. De toute façon, je rappelle que ce qui fait foi à l'examen, c'est uniquement les enregistrements, hein. C'est sur les enregistrements du cours que je me fonde pour donner les questions d'examen. Comme je vous l'ai dit, je penche plutôt vers un QCM. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est important d'avoir ces enregistrements, hein. Parce que le cours écrit est beaucoup plus mouse costaud que les enregistrements. Je n'attends pas des étudiants qu'ils aient la même érudition que moi-même. Donc, dans le paragraphe 1, vie et œuvre d'Héraclite, il y a un grand A, vie d'Héraclite, et un grand B, œuvre d'Héraclite. Donc, on passe très rapidement. Donc, il vivait au VIe siècle à Éphèse, où il est né et où il est mort. C'était un solitaire, un misanthrope. Il aurait refusé la proposition du roi de Perse de rejoindre sa cour, préférant son indépendance et sa pauvreté. Il a préféré vivre dans l'indépendance et la pauvreté, comme aurait dit Rousseau dans les Confessions, hein, et non pas rejoindre la cour du roi de Perse. Donc c'est assez révélateur de son caractère, et quelque part c'est un peu révélateur de sa philosophie du droit, comme on le verra tout à l'heure. Grand B, œuvre d'Héraclite. Alors là, ça fait partie de nombreux philosophes dont nous n'avons rien. Nous n'avons rien conservé. Il faut savoir que beaucoup d'œuvres de l'Antiquité, nous n'avons rien conservé. L'ancien stoïcisme, et Dieu sait qu'ils avaient écrit, nous n'avons rien conservé. Épicure, nous avons conservé 3 lettres et quelques maximes, alors qu'il avait pissé de la copie, je ne vous dis pas, quoi. Donc, Héraclite d'Éphèse, lui, il a écrit un livre unique, mais personne n'est d'accord sur le titre de l'ouvrage, déjà, ça commence bien, et personne n'est tout à fait d'accord sur son contenu, mais les controverses sur le contenu de l'ouvrage sont assez révélatrices. Alors, en ce qui concerne le titre de l'ouvrage, nous avons le témoignage de Diogène Laërce. Je vous ai déjà parlé de Diogène Laërce, vous savez, un peu l'espèce de vulgarisateur de l'Antiquité tardive qui aimait bien se plonger dans les auteurs anciens dont il n'avait qu'une connaissance que très superficielle pour faire un espèce de résumé, un peu comme si Libération sortait un numéro spécial sur tel ou tel philosophe, quoi. C'est à peu près ça. Donc avec naturellement tous les ragots possibles et imaginables, mais aussi certains résumés de la pensée. Et lui, l'avantage, c'est qu'il avait les œuvres sous les yeux, ce que nous n'avons pas, hein. Ou en tout cas, il avait des œuvres qui parlaient des œuvres en question. Il avait les que sais-je de l'époque, peut-être, pour faire son résumé, hein. Et donc, euh, ce que dit Diogène Laërce de l'œuvre de l'ouvrage d'Héraclite, il dit donc le titre est controversé, hein. Euh, Certains disent que le titre de l'ouvrage c'était de la nature, d'autres que le titre de l'ouvrage c'était Les Muses, c'est pas un ouvrage érotique, hein, c'est un ouvrage de philosophie malgré le titre, de la nature ou Les Muses. Et puis il y a aussi d'autres titres qui étaient attribués à cet ouvrage. Mais alors Diogène Laërce dit quelque chose dans son ouvrage Vie et doctrine des philosophes illustres. Il dit, mais en tout cas, l'ouvrage parle de la nature d'un bout à l'autre. L'ouvrage parle de la nature d'un bout à l'autre. Donc le thème de la nature est omniprésent chez Héraclite. Mais c'est là que c'est intéressant de voir qu'il y a une controverse sur le contenu de l'ouvrage, parce que nous avons un grammairien tardif, le sieur Diodote, donc un grammairien Diodote, lui dit qu'en réalité, ce n'est pas un ouvrage sur la nature, c'est un ouvrage sur la constitution politique. C'est un ouvrage sur la constitution politique qu'Héraclite aurait écrit, et la nature, dans cet ouvrage d'Héraclite, n'est envisagée que sous la forme d'un modèle exemplaire pour la constitution politique. En d'autres termes, le but premier, primordial
d'Héraclite d'Éphèse, ça aurait été la constitution politique, politeia en grec, mais constitution, c'est le terme par lequel on traduit politeia, mais politeia, il ne faut pas entendre constitution au sens de la constitution de la cinquième ou de la sixième République, n'est-ce pas? Il faut entendre ça au sens un sens plus charme, ça veut dire régime politique. Par exemple, le fameux dialogue de Platon, La République, en grec, c'est politeia. On ne va pas traduire par constitution, hein. On traduit par La République, hein, qui est un titre équivoque, parce que Platon n'avait rien à démocrate, hein. Euh, on pourrait traduire, parce que en latin, on disait res publica, hein, pour le titre du dialogue de Platon, donc on a traduit la République, mais on pourrait traduire la Constitution, ça n'irait pas comme titre. On pourrait traduire le régime politique, éventuellement, hein. Mais comme ça ne traite pas uniquement du régime politique, la République, ça traite aussi de la justice, et dans les 4 premiers livres uniquement de la justice, on peut discuter, hein, de tout cela. En tout cas, si Diodote dit que Héraclite d'Éphèse parlait de la constitution politique, ce n'est pas au sens du droit constitutionnel, c'est au sens d'un régime politique, hein. Mais c'est intéressant de voir que chez Diodote, à travers la controverse qu'il oppose à d'autres sur le contenu de l'ouvrage d'Héraclite, il y a l'idée qu'il y a une relation à faire entre la nature et le régime politique. Et donc, entre la nature et le droit. Alors, de l'œuvre d'Héraclite, comme je vous l'ai dit, nous n'avons conservé que des fragments. Donc, nous avons différents auteurs anciens qui disent Héraclite a dit que, comme disait Héraclite. Puis suit une citation. Il y en a plusieurs dans les dialogues de Platon, par exemple, hein, selon le mot d'Héraclite, hein. Parfois, d'ailleurs, les citations euh, sont dans plusieurs ouvrages, ça même arrive assez régulièrement. C'est mieux d'ailleurs parce que quand elles sont dans plusieurs ouvrages, on n'est plus assuré de son authenticité. Parce qu'il y a certaines citations d'Héraclite qui peuvent être apocryphes, hein. Certains auteurs peuvent dire, comme Héraclite disait, mais il savait très bien qu'Héraclite n'avait jamais dit ça, mais c'était juste pour euh, euh, attribuer l'autorité d'Héraclite à ce qu'ils pensaient eux-mêmes, puisqu'Héraclite était un penseur prestigieux dans l'Antiquité. Donc, quand le fragment se retrouve sous des formes éventuellement différentes dans différents ouvrages, on n'est plus rassuré sur sur son authenticité. Alors, ces fragments, euh, alors par exemple, il y a le fameux fragment sur le fleuve dont vous avez tous entendu parler, j'imagine. On n'entre jamais deux fois dans le même fleuve. On n'entre jamais deux fois dans le même fleuve. Ça, c'est bien à sortir dans une soirée. Dans une soirée, une fille que vous voulez séduire, on n'entre jamais deux fois dans le même fleuve. Elle va dire, le mec, il est quand même intéressant, quoi. Il a des connaissances. On entre deux fois dans le même fleuve. Si vous le citez en grec, c'est encore mieux. Mais attention, il y a 5 ou 6 versions des fragments, hein. On ne saurait le fragment, probablement la citation la plus exacte, c'est on ne saurait entrer deux fois dans le même fleuve. On ne saurait entrer deux fois dans le même fleuve. En fait, en grec, d'ailleurs, c'est à la seconde personne du singulier. Tu ne saurais entrer deux fois dans le même fleuve. Mais le tu ne saurais, on admet en grec que ça puisse traduire par un on impersonnel. On ne saurait entrer deux fois dans le même fleuve, hein. Fleuve en grec, ça se dit potamos, comme vous le savez tous, non? Ben, écoutez, vous avez entendu parler des hippopotames. Qu'est-ce que ça veut dire hippopotame? Hippos, c'est le cheval en grec. Et potamos, c'est le fleuve. Hippopotame, c'est le cheval de fleuve. Ah ben, hippocampe et hippos, mais camp, ça ne veut pas veut dire comment? Ah, camp, je ne sais plus ce que ça veut dire, mais ça ne veut pas dire la mer. On peut regarder, hein, on regardera sur Internet à la pause, hein. Mais dès qu'il y a hippo, ça veut dire cheval, hein. Hippomobile, hippodrome, hippodrome, dromos en grec, c'est le stade en fait, hein. Donc hippodrome, ça veut dire un stade pour les chevaux, hein. Euh, donc, on serait entré deux fois dans le même fleuve, il y a 5 ou 6 versions du fragment. Donc c'est rassurant quelque part. Alors naturellement, comme il n'a laissé que des fragments, les philologues se sont attachés à récoller ces fragments avec une controverse. De tous ces fragments, arrive-t-on à tirer une pensée unique et cohérente ou pas? Généralement, les interprètes d'Héraclite répondent par l'affirmative, sinon leur travail serait inutile, hein.
mais ils ne sont pas d'accord sur l'ordre des fragments. D'une façon générale, les fragments des présocratiques, pas seulement d'Héraclite d'Éphèse, ont été recensés systématiquement dans un ouvrage très classique et très connu, le Diels-Kranz. Diels et Kranz étaient des auteurs allemands. Et vous savez, les Allemands, ils aiment bien couper les cheveux en quatre, faire des trucs minutieux, hein. Donc, ils ont récollé en grec tous les fragments des présocratiques, en discutant chaque fois de la question de savoir si... ouais, c'est pas passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, Diels et Kranz. C'est dans la bibliographie, je pense. J'ai donné une bibliographie sélective de la philosophie de l'Antiquité, et je pense que l'ouvrage de Diels et Kranz y figure. Alors, c'est un ouvrage que sans doute vous n'aurez jamais l'occasion de consulter, à moins que vous poussiez davantage vos études de philosophie du droit de l'Antiquité à un moment donné. C'est un ouvrage qui est en allemand avec des fragments en grec, hein. Ce n'est pas un commentaire à proprement parler, c'est surtout un fragment. Enfin, hein. Et en fait, les fragments pour chaque auteur, 10 écrans, c'est les classes en trois catégories. A, c'est la biographie, en fait. B, c'est les fragments de l'auteur. Et C, c'est des choses qu'on dit sur l'auteur. Donc, quand c'est des cas, parce que 10 écrans, on cite des cas, hein, comme la plaque d'immatriculation du Danemark, hein, vous savez, des cas, hein. Des cas. Et puis, si on a B, ça veut dire que c'est un fragment qui est considéré par 10 écrans comme authentique. DKB 114. Alors, il faut se reporter à la partie du Diels-Kranz qui concerne Héraclite, parce qu'il y a d'autres présocratiques, et chercher le B114. Et Diels et Kranz considèrent que c'est un fragment authentique. Maintenant, si c'est DKA quelque chose, c'est un fragment qui se rapporte à la vie d'Héraclite. C'est considéré comme moins important par Diels et Kranz. Mais il faut se méfier parce que, par exemple, le fragment sur le fleuve que j'ai cité tout à l'heure, on ne saurait entrer deux fois dans le même fleuve. Dans cette tournure-là, on ne saurait entrer deux fois dans le même fleuve. C'est un fragment qui est classé DKA, alors qu'en fait, c'est probablement la formulation la plus exacte de cette pensée sur le fleuve. Donc, Diels et Kranz, ils n'ont pas toujours raison. Et puis, il y a DKC, donc là, c'est des fragments qui sont attribués à Héraclite, mais on n'est pas trop sûr de l'authenticité. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Après, il y a d'autres auteurs qui se sont spécialisés non pas sur les présocratiques en général, mais sur Héraclite lui-même, et qui ont essayé de présenter les fragments sous une forme systématique. Il y a plusieurs auteurs, philologues connus. Il y a Kirk, K-I-R-K, Kirk, notamment, et il y a Markovitch. Le meilleur ouvrage, c'est sûrement celui de Markovitch. Et vous avez également en français l'ouvrage de Marcel Conche. Puis il y en a d'autres, hein. Vous avez aussi dans la collection, je pense, ça doit être Idée Flammarion, une collection des fragments par M. Prado. Le livre doit coûter 10 euros ou 5 euros. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a à chaque fois des fragments en grec. On n'a rien à foutre, mais c'est comme ça. Et en français. Et surtout, il y a le contexte dans lequel le fragment est cité. C'est-à-dire que Prado reproduit la partie de l'ouvrage dans lequel un auteur est amené à citer Héraclite. C'est précieux parce que ça donne le contexte dans lequel Héraclite est cité. Et Prado fait un commentaire, hein, des fragments, bien sûr. Ouvrage qui vaut à peu près 10 euros d'occasion. Alors, le problème avec Héraclite, c'est que non seulement on a conservé des fragments, mais qu'en plus, il avait déjà une réputation d'obscurité dans l'Antiquité, puisqu'on l'appelait oskoteinos, ce qui veut dire l'obscur en grec. Peu importe le terme grec, oskoteinos, ça veut dire l'obscur. Donc, on l'appelait l'obscur parce qu'il aimait bien s'exprimer sous forme d'aphorismes, sans ponctuation, parce qu'il pensait quelque part que les pensées devaient se laisser deviner à travers ce qu'il disait et qu'il n'avait pas à expliquer. Il ne faisait pas comme moi quand je fais un cours magistral. J'essaie d'expliquer, mais lui, il estimait que les gens devaient se creuser un peu la tête. Donc, il préférait s'exprimer par formules concises, par aphorisme, quitte aux gens à comprendre. Je considère que
Le savoir, ce n'est pas la polymathie, comme l'enseignait Hésiode ou d'autres. La polymathie, ça veut dire un savoir multiple. Un poly, ça veut dire multiple en grec, hein. Polygone, poly, polysémie, polygone. Donc poly, ça veut dire beaucoup, hein, plusieurs. Et mathie, ça vient d'un verbe grec mantein qui veut dire apprendre. Mantanein, pardon, qui veut dire apprendre. Donc, euh, polymathie, ça veut dire le fait d'apprendre, ça veut dire la culture livresque, en fait, hein. Et en fait, Héraclite estime que la culture n'est pas livresque. Il est hostile à la culture encyclopédique livresque. Donc, il pense qu'il ne s'agit pas de se gaver de cours de droit positif, par exemple. Enfin, à l'époque, ce n'était pas comme ça que ça se posait, mais c'est un peu ça. Il pense qu'il vaut mieux penser sur... Il vaut mieux penser par soi-même, en fait, hein. C'est ça son idée. Il vaut mieux penser par soi-même et réfléchir par soi-même. Donc, son livre n'est pas un manuel d'enseignement, hein. D'ailleurs, c'était un misanthrope, il ne cherchait pas à avoir euh, des élèves. Au demeurant, finalement, à la fin de sa vie, il s'est réfugié dans les montagnes parce qu'il ne supportait plus ses contemporains et il se nourrissait d'herbes et il en est mort d'ailleurs. Les herbes, c'est bon pour les éléphants ou pour les vaches, mais ou les hippopotames, mais pas forcément pour les humains. Voilà. C'est ce que dit Diogène Laërce, c'est ce que c'est vrai, hein. Donc, les sentences d'Héraclite d'Éphèse suscitent la perplexité. Passons maintenant dans un paragraphe 2 à la philosophie d'Héraclite. Et là, pour faire un plan vraiment très simpliste, on parlera rapidement de sa philosophie d'ensemble, mais là, je ne rappellerai que les éléments qui sont nécessaires pour comprendre sa philosophie du droit. Grand A, philosophie d'ensemble, grand B, philosophie du droit. Mais sur la philosophie d'ensemble, je vais être volontairement superficiel parce que je ne vais insister que sur les éléments qui me semblent utiles pour comprendre sa philosophie du droit. Je vais trop vite, ça va? C'est bon? Paragraphe 2, philosophie d'Héraclite. Grand A, philosophie d'ensemble d'Héraclite. Grand B, philosophie du droit d'Héraclite. Alles gut? Все хорошо. Bientôt, il va falloir parler en russe, hein, parce que enfin, où ça va. Ça veut dire tout est bien. Все хорошо. Vous ne savez pas. C'est mon russe qui me remonte à l'esprit. Donc, grand A, philosophie d'ensemble d'Héraclite. Alors, il y a 4 points sur lesquels je voudrais insister, d'ailleurs de façon inégale. C'est d'abord la question du feu. Feu, ça se dit pur en grec, hein. Pouros, ça veut dire le feu, pouros. Vous savez, Pyrrhus, il avait des cheveux rouges, c'est pour ça qu'on l'appelait Pyrrhus. Vous avez entendu parler de la victoire à la Pyrrhus, hein. C'est une fausse victoire, qui c'est en fait une défaite. Donc Pyrrhus, on l'appelait comme ça parce qu'il avait les cheveux fauves, roux. C'était un rouquin, en fait, hein. Donc pur ou pour, comme vous préférez, ça veut dire le feu en grec. Donc il y a un premier aspect sur lequel je voudrais parler rapidement, c'est le feu. Ensuite, je voudrais parler d'un second aspect, mais là, je vais insister davantage, c'est le mobilisme universel. Le mobilisme universel, le fait que tout bouge, tout change. Et ça, tout de suite, sans parler de la philosophie du droit d'Héraclite tout de suite, mais j'appelle votre attention là-dessus. Parce que si tout change dans le monde sensible, les lois humaines changent aussi. Et il faut pourtant trouver un point d'arrimage. Parce que si on ne trouve pas de point d'arrimage et on se contente des lois qui sont changeantes, on sombre dans le scepticisme ou dans un positivisme juridique imbécile. Donc vous voyez déjà, à travers cette idée que tout change, déjà apparaît la problématique des lois, parce que les lois aussi changent. Les lois humaines, du moins. Donc le mobilisme universel. Troisième point, l'unité et l'harmonie des contraires. L'unité et l'harmonie des contraires. J'ai donné un exemple tout à l'heure, les ânes préféreraient le foin à l'or, c'est-à-dire que les hommes et les ânes ont des valeurs contraires. Les ânes n'en ont rien à foutre de l'or et nous, on n'en a rien à foutre du foin.
Les contraires, ce n'est pas seulement des contraires de valeur, hein, mais ça peut être des contraires de valeur. Hein. Donc l'unité, parce qu'il va y avoir d'autres contraires, par exemple la nuit et le jour. Ça, ce n'est pas un problème de valeur, c'est juste que la nuit succède au jour et que le jour succède à la nuit, ou que l'hiver succède à l'été et que l'automne succède à l'été, que l'hiver précède le printemps, pardon, bref, vous m'aurez compris, etc. Hein. Donc l'unité et l'harmonie des contraires, troisième point. Et quatrième point, la permanence de la raison de toute chose. Ça s'oppose au deuxième point, le mobilisme universel, mais la permanence de la raison de toute chose. Il y a quelque chose qui reste. Et ce quelque chose qui reste, ce principe unique, alors je l'appelle la raison de toute chose. Je joue sur le terme raison, parce que raison, ça peut s'entendre de la cause de quelque chose, euh, ou ça peut s'entendre du discours sur quelque chose. Mais on verra ça tout à l'heure. Donc voilà les 4 points que je voudrais aborder dans cette philosophie d'ensemble d'Héraclite d'Éphèse. Petit 1, qui va nous retenir vraiment très peu de temps, le feu, principe actif de toute chose. Le feu, principe actif de toute chose. Bon, ça, c'est la physique d'Héraclite d'Éphèse. En réalité, elle ne nous intéresse pas particulièrement parce que nous n'avons pas une relation à faire entre la physique d'Héraclite d'Éphèse et le droit. Le fait que le feu soit ce dont provient toute chose et d'où retourne toute chose, c'est-à-dire du feu proviennent toutes choses et toute chose revient au feu, soutient-il. On n'est pas dans la physique moderne, on est dans la physique de l'Antiquité. Hein. Donc à l'époque, les penseurs discutaient beaucoup de la question de savoir quels étaient les éléments fondamentaux dans la nature. Certains soutenaient que c'était le feu, d'autres que c'était l'eau, etc. Et pour Héraclite d'Éphèse, c'est le feu. Voilà. Mais c'est assez intéressant parce que enfin, c'est intéressant, c'est très relativement intéressant pour la philosophie du droit. Même on peut dire que pour la philosophie du droit, ça n'a aucun intérêt, mais tout est quand même lié. Parce que c'est justement parce que le principe fondamental, le, d'où viennent toutes choses, excusez-moi, et où retourne toute chose est le feu, c'est justement parce que le feu est ce substrat fondamental qu'il y a le mobilisme universel. Parce que le feu, comme vous le savez, si vous contemplez un feu dans une cheminée, il ne reste jamais le même. Les flammes montent, et puis les flammes baissent, et puis le feu couve, et puis on remet de la bûche, alors le feu recommence, etc. Le feu, il oscille, il bouge. Et donc le fait que le feu soit le principe euh, d'où viennent toutes choses et d'où retournent, est en relation avec le mobilisme universel. Mais aussi, même si le feu se transforme, il y a quelque chose, un substrat qui demeure dans le feu. Donc ça laisse entendre que malgré le mobilisme d'Héraclite, dont on va parler dans une seconde, il doit y avoir quelque chose qui reste. Petit 2, le mobilisme universel. Alors là, c'est la thèse la plus célèbre d'Héraclite d'Éphèse, qui a été exprimée dans différents fragments qu'on retrouve ça et là, chez Aristote, chez Platon, chez d'autres auteurs. Alors, il emploie des formules qui sont passées à la postérité. Tout se meut, tout se meut, panta kinetai, en grec, panta kinetai, tout se meut. Vous avez le pour écrit hein, pour vérifier si vous avez la curiosité, mais je vous dis tout de suite kinetai. Euh, euh, Ça va donner l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement. Hein. Panta kinetai, tout se meut, ou encore panta rei, ça veut dire tout coule, tout s'écoule. Rein en grec, ça veut dire s'écouler. Tout passe et rien ne demeure, ce qui d'ailleurs appelle quelques nuances, on va le voir. C'est bien quelque chose qui demeure quand même. Et je n'en veux pour preuve qu'il y a quelque chose qui demeure que la fameuse comparaison ou image du fleuve qu'on retrouve
à 5 ou 6 reprises dans les auteurs anciens, on ne saurait entrer 2 fois dans le même fleuve. Pourquoi ne saurait-on entrer 2 fois dans le même fleuve? Parce que l'eau coule et donc l'eau n'est jamais la même. Donc la deuxième fois, vous n'entrez pas dans les mêmes eaux. C'est ça que cela veut dire. Et vous-même, vous avez changé entre-temps. Il y a un double changement, le changement qui affecte l'eau du fleuve et le changement qui vous affecte vous-même. Vous n'êtes plus le même. Votre âme a subi des altérations, votre corps a subi des altérations. Donc on n'entre jamais 2 fois dans le même fleuve. Mais quand même, cette image est riche de sens parce que quand on dit on n'entre jamais 2 fois dans le même fleuve, on ne saurait entrer jamais 2 fois dans le même fleuve. Donc, on ne saurait entrer 2 fois dans le même fleuve. Donc, on pense au fleuve qui s'écoule avec l'eau qui change sans arrêt et nous-mêmes qui changeons. Mais le fleuve, il s'écoule toujours dans le même lit quand même. Donc, il y a quelque chose qui reste. Quelque chose qui reste sans laquelle les eaux du fleuve ne pourraient pas s'écouler. S'il n'y avait pas le lit du fleuve, les eaux du fleuve ne pourraient pas s'écouler. Donc, l'image du fleuve sous-entend qu'en dépit du changement, du mobilisme universel qui affecte toute chose, nous y compris, il y a quelque chose de stable quand même. Et ce quelque chose de stable, c'est le principe explicatif du changement. Ce que ce principe explicatif du changement, cette raison du changement, en fait, sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Alors, pour certains interprètes, ce principe explicatif du changement se confond avec le feu, qui est à la base de la physique d'Héraclite, mais cette interprétation physique du principe explicatif euh, n'est pas convaincante. On ne va pas jouer aux grands érudits sur Héraclite d'Éphèse. Hein. Bon, je me suis tapé les fragments, hein, bon, je peux vous dire. Si un jour vous voulez étudier Héraclite d'Éphèse, je vous recommande notamment l'ouvrage de Markovitch, qui est extraordinaire. Mais quand même, euh, le feu, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'est pas stable en fait. Le feu, au départ, il débute tout doucement, et puis après, il devient grand, et puis il devient petit, et puis il se consume, etc. Donc dire que le principe explicatif du changement qui demeure, c'est le feu, ça ne colle pas, parce que le feu lui-même est soumis au changement. Hein. Donc ce rapprochement entre le mobilisme universel héraclitien et la physique d'Héraclite n'est probablement pas exact, parce que le feu lui-même est soumis au changement, et c'est bien pour ça que Héraclite d'Éphèse a choisi le feu comme substrat premier de la physique, hein, justement parce qu'il est soumis à certains changements. Donc le principe explicatif n'est pas le feu. Le principe explicatif, euh, il se confond avec ce que Héraclite d'Éphèse appelle le logos. Il se confond probablement avec ce qu'Héraclite d'Éphèse appelle le logos et dont on parlera tout à l'heure, logos, qui veut dire discours ou raison en grec. Il y a aussi d'autres sens d'ailleurs. Alors, troisième point, l'unité et l'harmonie des contraires. Troisième point, l'unité et l'harmonie des contraires. En fait, Héraclite d'Éphèse considère que la source de toute chose, c'est le conflit. Il y a un conflit. Et que ce conflit tend vers une harmonie. Il y a des forces qui s'opposent les unes aux autres et elles se résolvent dans une harmonie. Alors, il donne par exemple l'exemple du Cicéon, pas Cicéron, Cicéon. Cicéon, c'est un breuvage grec qui est fait avec de la farine d'orge et de l'eau ou du vin. Donc, en fait, euh, le Cicéon, ça se présente, vous avez de l'eau ou du vin, et puis au fond du récipient, vous avez de la farine d'orge. Et pour faire le breuvage, vous devez faire comme un shaker, vous devez secouer comme ça. Et c'est comme ça que vous faites votre breuvage. Un peu comme un barge, si certains ont goûté le barge polonais
ukrainien ou russe, c'est comme ça aussi. Hein. Enfin, on ne secoue pas le barche, mais enfin, il faut mélanger quand même, parce que sinon, la betterave reste au fond. Donc, c'est à peu près la même chose. Hein. Alors, l'idée, c'est qu'il y a des éléments qui sont contraires et que c'est leur union, de leur union que procède l'harmonie. Hein. Ça ne les fait pas disparaître, mais une certaine union. Parce que, euh, en fait, quand vous secouez le récipient, le shaker, enfin, il n'y avait pas de shaker à l'époque, où il y a la farine d'orge et l'eau ou le vin, euh, eh bien, euh, ces deux ingrédients différents s'opposent, mais ils se maintiennent l'un l'autre. C'est parce que quand vous avez secoué, ils sont ensemble, en fait. Ils se maintiennent l'un l'autre. Et c'est ça qui rend le breuvage buvable. Alors, la discorde, le conflit dans lequel, de laquelle, duquel procède toute chose, ce n'est pas la violence, hein, puisque cette discorde se résout dans une harmonie. Mais il y a des contraires. Et l'harmonie, c'est la conciliation des contraires. Alors, ces contraires, il y a différents aspects de ce conflit des contraires, ce dont on va parler dans un premier temps, et ensuite on parlera de l'harmonie des contraires dans un deuxième temps, mais rapidement. Petit a, aspect du conflit des contraires, après la pause. Donc, 10 minutes de pause. Donc, aspect du conflit des contraires, petit a, comme je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure, et donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, ces conflits de contraires euh, ont différentes manifestations. Alors, certains de ces conflits de contraires s'expliquent parce que les choses sont en mouvement. En fait, ce sont des conditions du devenir des choses. Par exemple, la vieillesse succède à la jeunesse, la veille au sommeil, le chaleur à la froideur, la sécheresse à l'humidité. Ça fait partie du mobilisme universel. Les choses changent, donc ce qui est humide devient sec, ce qui devient sec devient humide, ceux qui sont jeunes deviennent vieux, ceux qui sont éveillés vont dormir ensuite, ceux qui ont vécu meurent, etc. Mais parfois, ces contraires ne s'expliquent pas par le devenir perpétuel des choses. Il peut y avoir d'autres explications à ces contraires, d'autres raisons d'être à ces contraires que l'écoulement des choses. Les contraires, ils peuvent s'expliquer par la diversité des expériences des sujets. Les sujets ont des expériences diverses. Par exemple, il dit que l'eau de mer, enfin la mer, l'eau de mer, elle est potable et salutaire pour les poissons, mais elle est mortelle pour les hommes. Si vous buvez de l'eau de mer, ça va mal se terminer pour vous. Mais le poisson, si on le met dans l'eau douce, un requin dans l'eau douce, ça ne va pas aller. Hein. Donc, voilà. Donc là, c'est juste une expérience différente selon les personnes ou selon les êtres vivants. Hein. C'est le même objet, c'est toujours la mer. Simplement, les sujets l'expérimentent différemment selon que le sujet est un poisson ou que le sujet est un homme. Alors, il y a d'autres contraires qui sont simplement différents aspects d'une même chose. Par exemple, une route
Si on se place au sommet de la route ou au bas de la route, on va trouver qu'elle monte ou qu'elle descend. C'est toujours la même route. Mais selon le point de vue où on se place, elle monte ou elle descend. Et puis, il y a les contraires, on l'a vu, qui trahissent un relativisme des valeurs, comme le fameux aphorisme sur le foin, les ânes et l'or. Hein, les ânes préféreraient le foin à l'or, ou les porcs se complaisent plus dans la fange que dans l'eau pure. J'ai dit tout à l'heure que c'était un problème existentiel, mais ce n'est pas ça en fait. Parce que les porcs, ils n'ont pas besoin de la fange pour survivre. C'est juste qu'ils aiment bien ça en fait. Hein. Tandis que nous, en général, on préfère la propreté, donc l'eau pure. Hein. Ce n'est pas un problème de survie, c'est juste un problème de préférence. Quelles sont nos valeurs à nous? Nos valeurs à nous, ça n'est pas la fange. Mais pour le porc, la valeur, c'est la fange. C'est un peu que la même chose, donc je me suis un peu trompé sur l'interprétation du fragment tout à l'heure. C'est comme la paille et l'or, la paille chez l'âne, enfin le foin chez l'âne, pardon. Ils mangent plutôt du foin, hein, les ânes, que de la paille. La paille, c'est plutôt pour c'est la litière, en fait. Hein. Donc, le foin pour l'âne et l'or pour l'homme. Voilà. Donc, ça, c'est des valeurs. Suivant les personnes, les valeurs ne sont pas les mêmes. Il y a un relativisme des valeurs. Ciotti est à gauche du Rassemblement national, il est à droite des Républicains, comme dirait ma mère. Bon, c'est ça. Donc, c'est le relativisme héraclitéen. On est toujours par rapport à quelque chose d'autre. Hein. Petit b, harmonie des contraires. Après petit a, aspect du conflit des contraires. Petit b, harmonie des contraires. C'est-à-dire que ce conflit des contraires, il ne faut pas considérer qu'il est quelque chose de négatif, quelque chose de nuisible. Au contraire, il est en même temps mesure et harmonie. Si je prends par exemple le jour et la nuit, euh, le jour ne se conçoit euh, et fait partie d'une harmonie que parce qu'il y a aussi la nuit. S'il y avait le jour tout le temps, comme en Laponie, ça ne va pas, quoi. On préfère qu'il y ait le jour et la nuit. Hein. Et l'hiver, c'est bien, mais c'est bien que succède l'été, mais c'est bien aussi que l'hiver succède à l'été. Bientôt, on n'aura plus que des étés, donc ça va régler la question. Voilà ce qui arrive quand on veut bouleverser la nature et qu'on ne tient pas compte des contraires. Donc les êtres s'harmonisent par la convergence des opposés, en fait. Alors maintenant, quatrième point important qui va nous permettre d'arriver à l'issue de ce quatrième point à la philosophie du droit d'Héraclite, c'est la permanence de la raison de toute chose. Petit 4, la permanence de la raison de toute chose. C'est-à-dire qu'en réalité, ce que montrent les contraires dont je viens de parler, c'est qu'il y a une unité de toute chose. Malgré l'opposition des contraires, il y a une unité de toute chose. Et c'est ça qu'il faut comprendre si on est philosophe. C'est pour ça qu'Héraclite d'Éphèse peut être considéré comme un des premiers, voire le premier des philosophes, parce que c'est le premier à proposer, euh, à analyser l'esprit humain comme hanté, pas comme hanté comme un fantôme, hein, hanté, E-N-T-E-E, hein, comme greffé, comme fondé, si vous préférez, une vie humaine fondée, une pensée humaine fondée sur une conception de l'univers. C'est-à-dire que philosopher, ça consiste à comprendre qu'on fait partie d'un ensemble, hein, et que dans cet ensemble, on n'est qu'un élément parmi d'autres. Hein, et qu'il ne faut pas être aveuglé par l'idée qu'il n'y a que l'été sans voir qu'il y a aussi l'hiver. Il ne faut pas être aveuglé en pensant qu'il n'y a que l'or alors qu'il y a aussi le foin, etc. Hein. Donc la sagesse, ça n'est pas euh, des connaissances livresques. Il ne s'agit pas d'accumuler des connaissances pour comprendre l'univers. Hein. Il ne s'agit pas de pratiquer la polymathie comme le faisaient Hésiode ou Pythagore, qui apprenaient beaucoup et qui pensaient qu'il fallait beaucoup apprendre. Ce n'est pas ça le but. Hein. Le but, c'est de comprendre que nous faisons partie d'un ensemble et donc
d'isoler de sortir de sa raison particulière pour comprendre qu'on fait partie d'une raison universelle. Parce qu'en fait, ce que dit Héraclite, c'est qu'il y a une raison unique qui gouverne tout l'univers. Il y a une raison unique qui gouverne tout l'univers, et cette raison unique, elle se confond avec Zeus. Zeus, ou la raison unique, gouverne tout l'univers. Donc la seule chose qui subsiste, en fait, malgré tous les changements, puisqu'il y a un mobilisme universel, c'est cette raison unique de l'univers que Héraclite appelle le logos, donc le discours ou la raison. Comme je vous l'ai dit, certains traduisent par discours, d'autres par raison, parce qu'on a un fragment d'Héraclite, on ne sait pas comment traduire. Alors certains disent la raison, certains disent le discours, certains disent le logos, tout simplement. Ils renoncent à traduire. Hein. Bon, donc, euh, alors, ce logos, il a un statut équivoque dans l'œuvre d'Héraclite parce que il a un double statut, en fait. Il a un statut cosmique, je dirais, et un statut épistémologique. Oui, ça fait savant, je vais vous expliquer. Un statut cosmique et un statut épistémologique. Cosmique, ça veut dire que euh, cette raison, ce discours, il s'identifie avec, euh, comment dirais-je, euh, il s'identifie avec la raison du changement, c'est-à-dire il est lui-même ce qu'il y a de stable dans l'univers, ce logos. Hein. C'est le principe de tout changement, ce qui reste permanent dans l'univers. Donc il y a une interprétation cosmique du logos, un aspect cosmique du logos il se confond avec la formule générale du changement. Hein. Cosmique, ça vient de cosmos. Cosmos en grec, ça veut dire univers, ordre. Ça veut dire aussi parure pour les femmes, hein, les cosmétiques. Hein. Mais au départ, ça veut dire univers ou ordre, cosmos. Donc, il y a un principe universel du changement qui est ce logos. Donc, ça, c'est le sens cosmique du logos. Hein. Le principe qui gouverne l'univers. Mais en même temps, le logos, c'est ce qui permet de comprendre ce principe qui gouverne l'univers. Donc, il a une signification cosmique, le logos, c'est-à-dire que c'est le principe qui gouverne l'univers. En ce sens, c'est un objet de réflexion pour le philosophe, mais en même temps, euh, ce logos, il doit être approprié par l'homme qui veut comprendre l'univers. Donc, il y a un statut épistémologique aussi du cosmos, du logos. Ce n'est pas seulement le principe actif qui gouverne l'univers, c'est la compréhension aussi de ce principe actif. Donc, il a un statut ambivalent chez Héraclite d'Éphèse. Il faut entendre logos au sens à la fois cosmique, principe qui gouverne, principe immanent au monde euh, qui, qui gouverne l'univers, mais c'est un principe immanent au monde, mais aussi c'est la raison telle qu'elle doit être comprise par les hommes. Oui, oui, cosmique, cosmique, cosmique. Statut cosmique, ça veut dire que c'est la raison, le principe qui explique tout changement. Et en même temps que c'est le principe qui explique tout changement, euh, il est, euh, euh, il est l'univers, en fait. Il est le principe qui gouverne l'univers. Donc, il est immanent à l'univers. Hein. Il y a un panthéisme. En fait, Héraclite d'Éphèse, c'est un panthéiste. Il pense que Dieu est dans l'univers. C'est la raison qui explique l'univers. Dieu n'est pas quelque chose à part qui a créé le monde, hein, comme on le voudrait dans la Bible. Ce n'est pas comme ça. Il ne conçoit pas Dieu comme quelqu'un qui recrée le monde, il serait distinct du monde. Pour lui, Dieu, il est immanent au monde. Il est panthéiste bien avant que Spinoza ne l'ait été. Hein. Il est panthéiste. Hein. Et ça va être un élément qui permettra peut-être de mieux comprendre sa philosophie du droit.
Parce que comme il est panthéiste, ça veut dire que Dieu est dans le monde, en fait. Hein. Dieu n'est pas extérieur au monde. Mais en même temps, euh, ce principe qui gouverne l'univers, donc le logos, c'est le principe qui gouverne l'univers, donc c'est un sens cosmique. Mais en même temps, c'est ce qui permet de comprendre l'univers. Et ça, c'est l'aspect épistémologique du logos. C'est-à-dire que nous, si nous voulons philosopher, mais évidemment, tout le monde ne peut pas philosopher, hein, parce que pour Héraclite d'Éphèse, la plupart des gens sont des abrutis. Vous savez ce que sont les gens, d'ailleurs, d'une façon générale. Donc, les gens, en majorité, sont idiots et ne sont pas capables. C'est-à-dire que ce qu'il dit Héraclite d'Éphèse, c'est qu'il faut s'abstraire de son langage, de son discours particulier, pour écouter le discours universel, en fait. Il faut cesser d'être enfermé dans ses pensées personnelles et écouter ce discours qui explique l'univers en même temps qu'il est le principe qui gouverne l'univers. Il faut être à l'écoute, en fait, du logos. Il faut être à l'écoute du logos universel, mais la plupart des hommes ne sont pas à l'écoute de ce logos universel. Héraclite dit qu'ils sont sourds et aveugles, je ne sais pas pourquoi, ou comme des enfants, hein. Donc ils sont irrécupérables. Il n'y a rien à faire, je veux dire. Héraclite ne pense pas qu'on va pouvoir rendre les gens intelligents. Mais ce qui montre bien qu'il y a une signification épistémologique du logos chez Héraclite, c'est un aphorisme très célèbre d'Héraclite dans les fragments, c'est « Je me suis cherché moi-même ». Je me suis cherché moi-même. C'est-à-dire qu'il faut que je comprenne en moi que je fais partie de l'univers et que je m'abstrais de ma raison particulière pour être à l'écoute du logos de l'univers. Je me suis cherché moi-même. J'ai compris que je devais cesser de m'isoler par ma pensée particulière et d'être à l'écoute du logos universel. Mais la plupart des gens, malheureusement, euh, ils sont sourds à ce logos. Ils sont enfermés dans leur pensée particulière. Ils sont comme des enfants qui déplacent des pièces au jeu de dames. Ils sont, ils sont sourds et aveugles. Hein. C'est ce que dit le fragment DKB 114. DKB 114. De ce discours qui est toujours vrai, les hommes restent sans intelligence. Le problème des hommes, c'est qu'ils n'ont pas l'intelligence du logos. Donc évidemment, c'est une philosophie élitiste. Alors là, je m'arrête une seconde parce que je vais passer à la philosophie du droit d'Aristote, d'Héraclite, mais je voudrais insister sur un point qui est important, je pense, pour sa philosophie du droit. Tout ça paraît bien abstrait, mais il va falloir rattacher ça à la philosophie du droit. C'est que, en fait, s'il n'y avait pas eu Héraclite, il n'y aurait pas eu Platon. En fait, je veux dire, ce n'est pas qu'Héraclite a enfanté Platon, c'est pas ça, il n'a pas engendré Platon. Mais Héraclite soutient que tout se meut. Pour Héraclite, la source de toute connaissance, c'est la sensation, hein, mais pas une sensation naïve, une sensation réfléchie. C'est quand on a une sensation réfléchie de la manière dont les choses se passent qu'on accède au discours universel. Mais donc les choses sensibles se meuvent. Et donc le problème auquel est confronté Platon, plus tard, dans le courant du IVe siècle, et ce sera également le problème auquel Aristote sera confronté, c'est comment euh, pouvoir maintenir la connaissance, la science, si nous n'avons affaire qu'à des choses qui se meuvent. Si j'applique ça au droit, le problème, c'est comment comprendre ce que c'est que le droit en lui-même à travers des lois qui changent sans arrêt. Hein. Mais ça vaut pour toute espèce de problème. Hein. C'est-à-dire que pour Platon, aussi bien que pour Aristote, il ne peut y avoir de connaissance que d'un objet stable. Parce que si l'objet se transforme sans arrêt, et si nous-mêmes nous transformons sans arrêt, il ne peut pas y avoir de connaissance. Or, Héraclite affirme le mobilisme universel. Donc, ce qu'on comprend, c'est que Platon, euh, c'est à cause d'Héraclite qu'il a dû élaborer sa théorie des formes intelligibles, sa théorie des idées. Je vous ai déjà parlé assez fugacement de la théorie des formes intelligibles chez Platon. Pour Platon, la réalité, ce ne sont pas les objets sensibles. Pour Platon, ce sont les formes intelligibles. Par exemple, s'il y a un cheval qui galope dans le pré, un hippos, hein, qui galope dans le pré, euh,
Eh bien, pour Platon, ce n'est pas la réalité. En fait, le hippos, l'écousse qui galope dans le pré, ce n'est que euh, euh, une manifestation sensible d'une forme intelligible qui participe à cette forme intelligible. Donc, il y a une forme intelligible du cheval, la cabbaléité, disait ironiquement, je ne sais plus, je crois que c'est Antisthène le cynique, un philosophe grec, qui disait: je vois bien le cheval qui galope dans le pré, mais je ne vois pas la cabbaléité, c'est-à-dire l'idée du cheval. Hein. Donc, Platon dit la vérité, la réalité, la vérité, la chose vraie, la chose réelle, c'est la forme intelligible du cheval. Hein. Et cette forme intelligible du cheval, elle se trouve unie au cheval qui galope dans le pré par un terme obscur, il appelait ça participation, on y reviendra. Donc, le problème de Platon, c'est qu'il a voulu desserrer l'étau d'Héraclite qui disait que toutes les choses se mouvaient. Il fallait qu'il trouve quelque chose de stable. Et donc, il a dit que les vraies réalités, ce sont les formes intelligibles, parce que les formes intelligibles, elles sont universelles, intemporelles et générales. Donc, il y a une forme intelligible du cheval. Alors, ça s'applique aux objets corporels chez Platon. Hein. Par exemple, il y a une forme intelligible du lit. Le vrai lit, ce n'est pas le lit que vous voyez dans la pièce, ni le lit que le peintre euh, reproduit sur sa toile, ni le lit que l'artisan fabrique. Le vrai lit, c'est la forme intelligible du lit. Il y a un exemple très connu dans La République, c'est livre 9 ou 10, je ne me souviens plus, je crois que c'est livre 9. Hein. Mais ça s'applique non seulement pour Platon aux choses corporelles, mais ça s'applique aussi aux attributs généraux. Et là, on voit le pont qu'on peut dresser entre la théorie de Platon et la justice. La justice, ce ne sont pas les manifestations sensibles de la justice dans les lois empiriques, dans les lois positives, dans les lois humaines. Il y a une justice en soi. Et en fait, les lois positives, elles doivent refléter cette justice en soi. Elles doivent être des images de cette justice en soi. Donc Platon a résolu le problème comment? Il a résolu le problème en disant, mais les réalités, les vraies réalités, si je puis dire, ce ne sont pas les objets sensibles qui effectivement sont soumis à corruption et à génération qui changent sans arrêt. Euh, les, vrais, euh, les vraies réalités, ce sont ces formes intelligibles qui, elles, sont immuables, universelles, intemporelles. Pourquoi a-t-il dit cela? Parce euh, il devait tenir compte de la théorie d'Héraclite d'Éphèse, du mobilisme universel. En fait, Platon avait suivi, je crois que c'est Platon, pas Socrate, je crois que c'est Platon qui avait suivi les leçons d'un disciple d'Héraclite d'Éphèse qui s'appelait Cratyle. Effectivement, il y a. Alors, les thèses d'Héraclite d'Éphèse sont discutées par Platon, notamment dans deux dialogues, le Théétète et le Cratyle. Le Théétète est un dialogue très très important. Le sous-titre du Théétète est révélateur. Le sous-titre du Théétète, c'est de la science, épistémé en grec, de la science. Hein. Donc, c'est un dialogue dans lequel euh, Platon s'interroge sur ce que c'est que la science à travers la voix de Socrate. Je n'ai pas mis les accents parce que je n'avais pas le temps, mais c'est Théétète. Hein. Et donc, le second dialogue de Platon, alors dans le dialogue du Théétète, dans le Théétète, Platon discute des thèses d'Héraclite, et aussi dans un autre dialogue qui s'appelle Cratyle. Alors, Cratyle était un élève de Héraclite dont Platon avait suivi les leçons. Mais alors, Cratyle, il était encore plus mobiliste qu'Héraclite d'Éphèse, parce que Cratyle prétendait qu'on ne pouvait même pas descendre une seule fois dans le même fleuve. Héraclite disait on ne saurait descendre deux fois dans le même fleuve. Mais Cratyle disait on ne peut même pas descendre une seule fois dans le même fleuve. Qu'est-ce que ça veut dire on ne peut pas descendre même une seule fois dans le même fleuve? C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de principe explicatif du changement de toute chose. Je vous ai dit tout à l'heure, dans l'image d'Héraclite d'Éphèse, dans l'image d'Héraclite d'Éphèse, euh,
il y a quelque chose qui demeure permanent, c'est le lit de la rivière, le lit du fleuve. Mais lorsque Cratil disait on ne peut même pas descendre une seule fois dans le même fleuve, il voulait dire qu'il n'y avait rien de permanent, pas même le lit de la rivière. Et donc, Cratil en tirait comme conséquence qu'on ne pouvait discourir sur rien. D'ailleurs, il ne discourait pas, il faisait des signes. Thumb up, thumb down, il faisait comme ça. Vous connaissez le film de Néron avec Peter Ustinov? Vous n'avez pas vu ce film? Néron avec Peter Ustinov. C'est un film. Et c'est Peter Ustinov qui joue le rôle de Néron. Et il y a Spartacus, ou je ne sais pas quel esclave généreux, bon, gentil, oui, qui est dans, qui est dans l'arène et il triomphe de tous ses rivaux. Et donc tous les patriciens romains sont conquis par Spartacus. Et ils demandent donc sa grâce, parce que quand le gladiateur avait bien combattu, on pouvait le gracier. Et ils font comme ça, comme ça. Et puis Néron fait. Et les gens sont tellement furieux c'est le début de la révolte en fait contre Néron. Enfin, c'est dans le film, hein, comme ça. Et c'est à la suite de ça que Néron met le feu à Rome et qu'il est finalement tué en fait. Donc Cratyle, c'était un mec comme ça. Il montrait le pouce comme ça. Il montrait le doigt. Enfin, je ne sais pas si c'était le pouce, il montrait le doigt. Bon, voilà. Il disait qu'on ne pouvait pas discourir, quoi. Parce que tout était soumis à changement. Donc si tout est soumis à changement, comment voulez-vous raisonner sur les choses? Ça devient impossible. Hein. Donc, Platon a dit, ben, on va résoudre la solution en disant il y a des choses sensibles qui sont soumises au mouvement et les formes intelligibles qui, elles, sont fixes, universelles, éternelles. Le seul problème, c'est que Platon a eu du mal à expliquer le rapport entre les choses sensibles et les formes intelligibles. Parce que c'est ce que dit Aristote dans la métaphysique. Il dit, en fait, parce que vous savez, Aristote, il trouvait que Platon, c'était génial, tant qu'il espérait pouvoir succéder à Platon comme directeur, chef de l'école de l'académie. Lorsque Platon lui a préféré Xeusippe, et que donc Aristote s'est trouvé couillonné, si je puis dire, il a trouvé que les idées de Platon, c'était beaucoup moins bien, en fait. Hein. Voilà. Donc, à ce moment-là, il a fondé sa propre école et il n'a eu de cesse que de critiquer la théorie des idées de Platon. Et donc, Aristote dit quelque part dans la métaphysique, en fait, la théorie des formes intelligibles de Platon débouche sur une aporie. Parce que, ou bien les formes intelligibles sont séparées de la matière sensible, alors effectivement, elles sont universelles, fixes, euh, éternelles, et elles sont séparées de la matière sensible, mais comment elles n'ont donc pas de rapport avec la matière sensible, puisque la matière sensible est corruptible, justement. Ou bien les formes intelligibles sont incorporées à la matière sensible, et dans ces conditions-là, elles devraient être soumises au changement comme la matière sensible. Donc on n'en sort pas. Ou bien elles sont universelles et intemporelles, elles sont séparées de la matière sensible, on ne voit pas comment elles pourraient l'expliquer. Ou bien elles sont incorporées à la matière sensible, il y a une sorte de participation entre les unes et les autres, et dans ces conditions-là, elles ne peuvent pas être universelles et éternelles. Donc, la théorie des formes intelligibles de Platon débouche sur une aporie. Ça, c'est le principe, c'est le point de vue d'Aristote. Et donc, Aristote, lui, a cherché le principe d'intelligibilité des choses dans les choses elles-mêmes, et pas dans des formes intelligibles séparées des choses. Il a dit le principe d'intelligibilité des choses, ce qui fait qu'une chose continue à être ce qu'elle était, comme il dit en grec, ce qui fait qu'une chose continue à être ce qu'elle était, il est dans les choses elles-mêmes. C'est ce qu'Aristote appelle la substance ou l'essence. Ça dépend comment on traduit. Pour Platon, pour Aristote, il n'y a pas de principe d'intelligibilité des choses qui soit séparé des choses elles-mêmes. Le principe d'intelligibilité des choses est dans les choses elles-mêmes. Mais là où Platon et Aristote se rejoignent, c'est qu'on considère que la connaissance doit s'attacher à quelque chose de stable. Et donc, chacun d'eux, à sa manière, Platon d'une part, Aristote d'autre part, a essayé de surmonter le problème que lui posait le mobilisme héraclitéen. Grand B, philosophie du droit d'Héraclite, enfin. Grand B, philosophie du droit d'Héraclite.
Donc, je vous rappelle que le grammairien Diodote soutenait que l'ouvrage d'Héraclite parlait de la constitution politique et non pas de la nature, et que la nature aurait été un modèle pour la constitution politique. Donc, cela laisse supposer que le droit et la politique n'étaient pas indifférents à Héraclite, bien qu'il fût lui-même un misanthrope et un solitaire. Alors, en fait, chez Héraclite, il y a une relation entre la loi naturelle et les lois humaines. Donc, il faut parler successivement de la loi naturelle dans un petit 1 et des lois humaines dans un petit 2. Wow. Ouais, non, parce que je voudrais mettre le cours écrit à l'écran. Il faut faire n par i2, c'est bien ça? D'accord. Et maintenant, ben, le cours écrit, il est sur Agorasa, de toute façon. Je peux pas l'avoir comme ça. Mais il y a des passages du cours, des parties d'Agorasa qui vous sont cachées, en fait. Alors, merde, où c'est ce cours? Je n'arrive pas, je l'ai mis en ligne quelque part. Voilà. Maintenant, si je vais, page 55. Vous voyez, vous avez vu, hein, on peut cliquer pour arriver à la page, hein, à condition de trouver le plan, bien sûr. Vous voyez, je clique comme ça, toc, et j'y suis. C'est beau la technique moderne quand même. On peut faire ça sur Word ou sur LibreOffice, son choix. Donc voilà, on en est là, hein, dans le plan. Loi naturelle. Alors, là, il y a 2 points à examiner. Petit a, existence d'une justice universelle, d'une justice naturelle, pardon, existence d'une justice naturelle. Et ensuite, petit b, la loi naturelle, fondement des lois humaines. La loi naturelle, fondement des lois humaines. Existence d'une justice naturelle, qui correspond à la loi naturelle. Et petit b, la loi naturelle, fondement des lois humaines. Mais le petit a, on ne va pas le détailler parce que vous n'êtes pas helléniste. Donc, je ne vois pas très bien l'intérêt de prendre avec vous des fragments en grec et de vous les traduire. Je pense que ça va raser tout le monde. Et donc, on va zapper. Mais vous voyez, il y a plusieurs fragments que je cite et que je traduis. Enfin, que je traduis. J'emprunte des traductions ou quelquefois je modifie quelque peu ces traductions. J'explique également les différentes interprétations des, des fragments. Donc, vous n'avez pas, hein, voilà. Et j'en arrive ici, à la loi naturelle, fondement des lois humaines. Donc, il y a certains fragments d'Héraclite qui témoignent que pour Héraclite, il existe une justice naturelle, une justice en soi, dirons-nous. Hein. Maintenant, bon, pour ça, il y a d'autres philosophes, hein, qui considèrent qu'il y a une justice en soi, une justice naturelle. Mais ce qui est plus intéressant, parce que là, Héraclite a une certaine originalité, c'est le rapport que Héraclite établit entre cette loi naturelle et les lois humaines. Et c'est l'objet du petit b, la loi naturelle, fondement des lois humaines.
Et là, vous avez un assez long fragment d'Héraclite d'Éphèse qui est très connu. C'est le fameux DKB 114. Vous voyez, là, en note de bas de page, DKB 114. C'est le fameux DKB 114. Euh, alors, je ne vous le lis pas en grec, ça ne vous avancera à rien. Mais dans la traduction, j'ai souligné, ce n'est pas évidemment Héraclite d'Éphèse qui a souligné dans le texte grec, il n'avait pas de stabilo à sa disposition. Donc je me suis permis de souligner ce qui me semblait important pour vous, euh, les philosophes du droit. Donc voilà ce que dit le fragment. Ceux qui parlent avec intelligence tirent leur force nécessairement de ce qui est commun à tous, comme la cité de la loi, et beaucoup plus fortement. Première partie du fragment. Ceux qui parlent avec intelligence tirent leur force nécessairement de ce qui est commun à tous, comme la cité de la loi, et beaucoup plus fortement. Alors, cette première phrase, je vous l'explique parce que sinon vous n'allez rien comprendre, évidemment. Euh, Héraclite d'Éphèse explique euh, que ceux qui parlent avec intelligence, c'est ceux qui comprennent ce qui est commun à tous, c'est-à-dire ceux qui sont à l'écoute du logos. Ce logos, ce discours universel, cette raison universelle que les nombreux, la plupart des gens, par conséquent, n'écoutent pas. Mais ceux qui sont intelligents, qui ont le nous, intelligence, ça se dit en grec, ça se dit nous, ceux qui ont l'intelligence, ils tirent leur force, leur supériorité de ce qui est commun à tous et qu'ils ont compris. Donc, ils ont compris qu'il y a quelque chose de commun à tous et ils tirent leur supériorité, leur force de cela. Hein. Et nous, c'est intelligence en grec, c'est ici, vous voyez, c'est au datif. Hein. Et après arrive l'incidente qui nous amène à la philosophie du droit, comme la cité de la loi est beaucoup plus fortement. Comme la cité de la loi est beaucoup plus fortement. C'est-à-dire que la cité tire sa force de la loi. Mais quelle loi? Hein? La loi divine, la loi naturelle. Parce que la loi est employée au singulier à cet endroit-là. Hein? Vous voyez, c'est ici, c'est au singulier. Alors, loi, il utilise le terme nomos, que vous connaissez tous, d'accord? Vous pouvez nous dire ça, vous n'allez pas nous apprendre ça, monsieur Martin. Nomos, on connaît, hein, ça, depuis la première année. Juste que je me permets d'attirer votre attention sur le fait que quand même, avant Héraclite d'Éphèse, les Grecs n'utilisaient pas le terme nomos pour parler de loi. Ils utilisaient un autre terme. Je ne vous dis pas lequel, ça n'a pas d'intérêt, mais c'est à partir d'Héraclite d'Éphèse, semble-t-il, que le mot nomos est utilisé pour désigner la loi. Donc c'est nouveau en fait. Et donc, comme ceux qui parlent avec intelligence tirent leur force de ce qui est commun à tous, les cités tirent leur force de ce qui est commun à toutes les cités, à savoir la loi. Mais pas la loi de la cité, pas les lois de la cité, la loi naturelle. Ce que Héraclite d'Éphèse en fait appelle la loi divine. Vous me dites, mais vous allez me dire, mais ce n'est pas marqué la loi naturelle dans le texte. Et même à cet endroit du texte, ce n'est pas marqué de la loi divine. Alors comment vous le savez? Parce que j'ai lu la deuxième phrase après la première. Donc ceux qui parlent avec intelligence tirent leur force de ce qui est commun à tous, comme la cité de la loi, et beaucoup plus fortement. Car toutes, elles sont nourries, les lois humaines, par une seule loi, la divine. Car toutes, elles sont nourries. Nourries, c'est pas une. Je précise que ce n'est pas une fantaisie de traducteur, une façon de faire dans le style, hein, c'est pas ça. C'est le terme qui est utilisé en grec. C'est ici, tréphantai, tréphantai, et tréphéine en grec, ça veut dire nourrir. Donc les lois humaines sont nourries par la loi divine. C'est ce qu'il dit lui-même, c'est-à-dire que les lois humaines s'irriguent à la loi divine. Et c'est important de relever que c'est ce terme qui est utilisé, parce que ça veut dire que pour Héraclite d'Éphèse, contrairement à ce qui se passera chez beaucoup de justes naturalistes, euh,
la loi naturelle, le droit naturel, ce n'est pas un modèle, ce n'est pas simplement un modèle que les lois humaines, les lois civiles doivent imiter ou qu'elles doivent adopter. En fait, la loi naturelle, la loi divine, elle est incorporée dans les lois humaines. Une loi humaine dite de ce nom incorpore en elle la loi naturelle, la loi divine. Donc c'est différent de la manière dont on présente généralement le juste naturalisme à la suite de l'école du droit de la nature et des gens, où on imagine le droit naturel comme un modèle vers lequel la législation positive doit tendre. Hein. Il ne s'agit pas de cela en l'occurrence. C'est beaucoup plus fort ici le lien entre la loi naturelle et les lois humaines, parce que la loi naturelle, bon, Héraclite l'appelle la loi divine, je reviendrai là-dessus dans une seconde. Euh, cette loi divine, cette loi naturelle, elle imprègne la loi humaine, en tout cas la loi humaine digne de ce nom, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas un modèle que la loi humaine doit prendre, mais une loi humaine qui est digne du nom de loi humaine, elle incorpore en elle cette loi naturelle, cette loi divine. Car elle domine, alors, car toutes elles sont nourries, les lois humaines, par une seule loi, la divine. Car elle domine autant qu'elle veut, et elle suffit à toutes, et à toutes elle survit. Oui, parce que cette loi naturelle, c'est la raison de l'univers, elle domine toutes les lois humaines. Hein. Sans cette raison de l'univers, les lois humaines n'existeraient pas. Elle est suffisante, il faut la comprendre, et c'est tout ce qui suffit, et elle survit à toutes les lois humaines. Les lois humaines sont éphémères, les lois humaines sont changeantes, mais la loi naturelle toujours demeure, puisque l'univers demeure, malgré la mobilité de toute chose, il y a toujours le principe qui explique cette mobilité, euh, qui est le principe expliquant l'univers, qui est une loi naturelle, et lui, il demeure. Et cette loi naturelle, c'est aussi une loi divine. Car je vous l'ai dit, le principe qui gouverne l'univers, il se confond avec Zeus. Donc la loi naturelle se confond avec la loi divine. Donc même si Héraclite d'Éphèse n'utilise pas dans ce fragment, ni dans d'autres fragments d'ailleurs, le terme de loi naturelle, pas plus qu'il n'utilise le terme de justice naturelle. Il parle toujours de quelque chose qui est divin. Comme Dieu se confond avec la nature et qu'il est panthéiste, quand il parle de loi divine, il faut comprendre loi naturelle. Alors, ce qui est important, si tant est qu'il y ait quelque chose d'important, enfin, peu importe, mais ce qui est original dans ce que dit Héraclite, c'est qu'encore une fois, la loi naturelle n'est pas prise comme un modèle par les lois humaines qui devraient respecter, c'est qu'une loi humaine n'est digne de porter le nom de loi humaine que si elle incorpore en elle-même cette loi naturelle divine qui lui est supérieure et qui perdure au-delà de tous les changements qui affectent la législation humaine. Vous remarquez, mais évidemment, peut-être il faut être helléniste pour ça, mais j'ai cité dans le chat nomos et nous. Nous, ça veut dire l'intelligence en grec. Et nomos, ça veut dire la loi. En fait, dans ce fragment d'Héraclite d'Éphèse, il y a un jeu de mots, volontaire ou pas, une discussion entre les interprètes. Markovitch dit que c'est involontaire, d'autres disent que c'est volontaire. Il y a un jeu de mots entre nous et nomos, parce que l'intelligence, l'homme intelligent, celui qui a compris que nous faisons partie d'un univers et qui a compris qu'il faut écouter le logos universel, l'homme intelligent, celui qui a le nous, il est comparable à cette nomos, cette loi dont il faut avoir l'intelligence pour prescrire les lois humaines. Et d'ailleurs, nomos en grec, ça a plusieurs sens en grec, nomos. Initialement, ça veut dire, ça dérive d'un verbe qui veut dire partager, distribuer, nomos. Mais chez les Grecs, ça peut désigner la loi, la règle qui est imposée par une autorité, par exemple divine ou religieuse. On parle de nomos dans un cas comme ça. Mais nomos peut renvoyer aussi à une coutume. Il n'y a pas de différenciation entre les sources du droit, si je puis dire en grec. C'est-à-dire que nomos, ça peut désigner une règle effective adoptée par la coutume, comme ça peut désigner une norme imposée par une autorité extérieure,
une autorité théologique ou une autorité euh, euh, j'ai oublié ce que je voulais dire, ça peut être en tout cas une autorité extérieure qui a une certaine légitimité. Donc nomos, ça peut signifier une règle imposée du dehors par une autorité légitime, comme ça peut vouloir dire une règle effective. Et le problème, mais nomos, ça peut encore vouloir dire, ça a encore un troisième sens en grec, ça veut dire manière de voir, manière de penser, manière de voir. Hein. Opinion, par conséquent. Et c'est sur ce sens de nomos que les sophistes insisteront, on verra plus tard. Hein. Donc, nomos est un terme polysémique, comme beaucoup de termes grecs, comme logos. Et donc, le fait que Héraclite d'Éphèse utilise le terme nomos pose des difficultés, parce que nomos peut à la fois désigner une règle effective ou une règle imposée par une autorité légitime. Mais il peut y avoir conflit entre les deux. Et dans ces conditions, laquelle doit-on faire prévaloir? Ce conflit n'existe pas dans la pensée d'Héraclite. Mais c'est le conflit illustré par l'Antigone de Sophocle. L'opposition entre les lois divines, éternelles et universelles, et le décret de la cité. Vous savez, elle veut enterrer son frère, et Créon ne veut pas. Il prend un décret interdisant l'enterrement de son frère. Hein. Oui, d'accord, ben elle va attendre peut-être. Je termine. Oui, l'heure c'est 18. Oui, 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 d'accord, merci. Oui, oui, mais ils ont déjà ouvert la porte plusieurs fois, donc ils vont attendre une minute. Hein. Donc, je termine par là. De toute façon, j'ai l'intention de terminer, il n'y a pas de souci, mais enfin, il est bon, pas vite, quoi. Euh, donc, il y a une ambivalence dans le terme nomos qui peut déboucher sur un conflit, parce que doit-on faire prévaloir la norme effective, le nomos effectif, ou doit-on faire prévaloir la loi imposée par une autorité légitime? Et c'est le conflit de l'Antigone de Sophocle. Il n'y a pas de conflit chez Héraclite d'Éphèse, on verra là-dessus lundi prochain, mais un conflit dans l'Antigone de Sophocle entre la loi divine universelle éternelle, les lois divines universelles éternelles, et les décrets de la cité, puisque Créon a pris un décret interdisant d'enterrer le frère d'Antigone, tandis qu'Antigone estime qu'il est de son devoir religieux d'enterrer son frère. Donc ça peut déboucher sur un conflit, cette ambiguïté sur le terme nomos. Donc on reviendra sur cela plus longuement lundi prochain. Je vous remercie de votre patience. Et pensez à télécharger les enregistrements avant qu'on ait une mauvaise surprise.